On a fait d'ailleurs parvenir le texte de la déclaration de Mme Marois à M. Legault hier, puis on a insisté là-dessus pour dire que c'était un engagement du gouvernement, en ce qui nous concerne. À entendre les nombreux porte-paroles, on en vient à se demander si ce n'est pas un retour à la case départ. Absolument pas, bien au contraire. Il faut se rappeler qu'au départ, c'était un dossier qui n'avait qu'une saveur scolaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'une page d'histoire. Aujourd'hui, nous parlons des clubs sociaux. Et pour nous en parler, je reçois M. Nelson Fecteau. Bonjour, M. Fecteau. Bonjour, M. Tanguay. Quelle est l'une des premières organisations à voir le jour à Thetford? C'est un peu spécial, parce qu'il y a des gens qui s'attendraient probablement à autre chose que ce que je vais donner. Alors, si on fait exception des infrastructures de services municipales et religieuses, la première organisation, ça a été une fanfare, le Thetford Brass Band. Et c'est un peu curieux qu'elle ait porté un nom anglophone. C'est une organisation qui a vu le jour en 1893. Alors, c'est pas tellement longtemps après la découverte de l'amiante, même pas une vingtaine d'années. Il y avait 24 membres. Sauf que, quand on parle de nom anglophone, les deux premiers directeurs musicaux ont été des Américains et la majorité des membres de la fanfare en question étaient des anglophones. Les noms de famille, Sheridan, McWatters, Gilchrist, O'Brien, Goodsin, Reed. Alors, il y avait quelques francophones, mais la majorité était des anglophones. Ça vient aussi du fait que les travailleurs miniers, à l'époque, nous arrivaient d'un peu partout et il y avait beaucoup d'immigrants parmi ces derniers. En 1903, une dizaine d'années plus tard, alors que M. Louis Huard va prendre la direction de la fanfare, c'est devenu l'Union musicale de Kingsville, du nom premier de la ville de Thetford. La fanfare en question va cesser ses activités entre 1914 et 1926 à cause de la guerre, de la difficulté à recruter des membres. Et par contre, en 1923, pendant cette période, on a vu naître la Société philharmonique de Thetford dans la paroisse Saint-Maurice. Alors, et là, on aura toujours, par la suite, quand l'union musicale va revenir, on aura toujours deux fanfares, Saint-Alphonse et Saint-Maurice, et on alternera au niveau des concerts hebdomadaires l'été. Alors, le mardi à un endroit, le mercredi à l'autre. Et tout le monde appréciait ces deux corps musicaux. Mais la première organisation, 1893, le Thetford Brass Band. C'est un peu comprenable que ce soit anglophone, comme vous avez dit, étant donné que c'était les dirigeants étaient des anglophones qui ont... Oui. Puis si on regarde l'histoire, tout ce qu'il y a eu au début de l'histoire de Thetford et de Kingsville, il y a l'empreinte anglophone, en raison des propriétaires miniers, en raison des travailleurs aussi, qui étaient nombreux du côté anglophone. La boisson est même à l'origine de la création de regroupement. Oui, alors il faut dire que quand on parle de travailleurs qui s'en venaient ici, la plupart du temps, ou très souvent, c'était des travailleurs saisonniers parce que les mines ne fonctionnaient pas l'hiver. Ces gens-là s'en venaient ici et ils arrivaient d'un peu partout de la province, mais également aussi des immigrants. On a eu des Russes, des Ukrainiens, des Allemands, des gens de toute nationalité. Et ce qui caractérisait ces gens-là, la plupart du temps, c'est qu'ils étaient célibataires. Ou s'ils n'étaient pas célibataires, ils s'amenaient ici seuls, sans leur famille. Et ils vivaient dans des maisons de pension. Donc, maisons de pension dans lesquelles il y avait seulement des hommes. Et les débits de boissons étaient excessivement nombreux.
Kingsville et Thetford Mines, à ses débuts, c'était renommé pour ça. Or, ces travailleurs-là avaient l'habitude de consommer beaucoup de boissons. Or, les autorités religieuses n'aimaient pas particulièrement ça, la situation en question. Alors, en novembre 1901, on a décidé de fonder la Ligue du Sacré-Cœur. La Ligue du Sacré-Cœur qui était vouée à la promotion de la tempérance. Et un peu plus tard, on aura la Ligue de la tempérance. Et quand on a fondé la Ligue du Sacré-Cœur, on dit, et on va utiliser le vocabulaire de l'époque, on dit ce sont pas moins de 200 bons pères de famille qui s'y sont inscrits et qui en ont fait partie. Les plus âgés d'entre nous, là, je vous comprends là-dedans, M. Tanguay, ont sûrement déjà entendu le fameux chant que j'entendrai pas. En avant marchons, soldats du Christ à l'avant-garde. Alors ça, c'était la chanson ou le cantique qui était particulier à la Ligue de tempérance et à la Ligue du Sacré-Cœur. Et un peu plus tard, en 1927, on a créé la Ligue du Sacré-Cœur pour les jeunes hommes. Parce qu'au point de départ, c'était pour les hommes mariés. Et il y avait toujours aussi cette fameuse... Je vais employer le mot rivalité, là, mais c'était une dualité. Il y avait Saint-Alphonse, puis il y avait Saint-Maurice. Alors, si on avait une ligue de tempérance à Saint-Alphonse, pas longtemps après, il y en avait une à Saint-Maurice. Ou si c'était l'inverse, si on commençait à Saint-Maurice, Saint-Alphonse finissait par avoir la sienne. Alors, c'est comme ça qu'on a combattu la fameuse consommation de boissons. Madame, Monsieur, bienvenue à cette série d'émissions où il sera question de sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder, et je parle de la mort, du deuil et de tout ce qui entoure cette réalité. Il y a de nombreux tabous qui ont de tout temps entouré la mort. Il y a également aussi le fait que ce sont des réalités qui sont difficiles à aborder. Il faut toutefois concevoir qu'il s'agit de réalités qui font partie de la vie courante, avec lesquelles ils font composer. Et nous allons essayer d'aborder tous les points de vue entourant la mort et le deuil. En se rappelant que finalement, la mort fait partie de la vie. La vie se termine évidemment toujours de la même façon pour tout le monde. Alors, il faut composer avec ces choses. J'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps le directeur de la maison funéraire de l'Amiante, M. Dominique Gay, thanatologue de profession. M. Gay, bienvenue. Bienvenue. Alors, M. Gay, on sait que la mort, c'est pas un sujet qui est nécessairement facile. Non, absolument pas. C'est un sujet qui est, encore pour bien des gens, qui est tabou. Les gens c'est une réalité que les gens veulent, je dirais pas nier, mais ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. Et, mais je dirais depuis quelques années, il y a une bonne évolution, il y a une évolution à ce niveau-là. Si on regarde au niveau des gens qui préparent leur dernière volonté, je dirais que les gens sont plus sensibilisés, mais il y a encore, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et vous avez choisi d'en faire votre quotidien. Oui. Depuis, ça fait bientôt 23 ans que je travaille dans le domaine. Mais pour pratiquer l'embaumement, ça fait 19 ans. En 2012, être directeur d'une maison funéraire, c'est beaucoup plus que d'être un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres, comme on disait. C'est vraiment très différent. Oui, effectivement. Si je compare à lorsque j'ai débuté dans le domaine a connu il y a une évolution au niveau des rites funéraires.
Alors, c'est certain que ça nous oblige à ce moment-là à, je ne dirais pas à nous ajuster, mais à se coller aux nouvelles réalités là, que l'on vit là, dans notre quotidien. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Art, Culture et Patrimoine. Alors, cette semaine, un sujet qui n'est pas très courant, mais fort intéressant, et une invitée qui est très versée dans le domaine. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Julie Bolduc-Duval. Alors, Madame Bolduc-Duval, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'astronomie. Oui. Et ça, c'est pas un sujet qui est très courant. Peut-être pas, mais moi, c'est ma passion. En fond, c'est ce que je fais depuis plusieurs années déjà comme travail. Là. Alors, si je vous demandais justement, qu'est-ce que vous faites comme travail à tous les jours, le travail quotidien? En fait, moi, je travaille vraiment dans le domaine de l'enseignement, de la vulgarisation de l'astronomie. Fait que dans la région, en fait, j'enseigne au cégep de Thetford là, à temps partiel, là, ça dépend des sessions. Et j'ai aussi un travail comme coordinatrice d'un programme au niveau canadien où on donne de la formation en astronomie sur Internet. Ça s'appelle « À la découverte de l'univers ». C'est beaucoup pour les enseignants, donc du primaire, secondaire, qui doivent enseigner l'astronomie, puis bien souvent qui n'ont pas les connaissances pour le faire. Alors, c'est gratuit, ils peuvent aller voir sur Internet, trouver ça. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série « L'agroalimentaire chez nous en Appalaches ». Alors, notre invité de choix cette fois-ci, alors qu'il sera question d'arbres fruitiers particulièrement et de la pépinière ancestrale. À cet effet, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Marianne Barry. Alors, Mme Barry, bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation, c'est très gentil. Et je pense qu'au cours de la prochaine demi-heure, on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, particulièrement sur les arbres fruitiers. Alors, la pépinière ancestrale, c'est une entreprise qui existe depuis combien de temps et se situe à quel endroit? Oui, nous, on est situé à Saint-Julien. Pour situer les gens, là, c'est évidemment dans notre belle région, là, Chaudière-Appalaches. On est comme au bout du territoire. On est entre Saint-Ferdinand et Saint-Fortunat, dans les montagnes, si on veut. On cultive à 1500 pieds d'altitude. Puis nous, on existe, là, la pépinière ancestrale comme telle existe depuis 2008. Par contre, on était déjà producteur agricole, là, mais plus dans la sériculture. OK. Avant, depuis 2004. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle émission Appalaches en quelques mots. Une émission où nous livrerons la majorité des informations relatives aux événements s'étant déroulés dans la MRC des Appalaches. Alors, une nouvelle tout à fait récente, le cégep de Thetford Mines et l'espace entrepreneurial de la région de Thetford viennent de conclure une entente de partenariat faisant en sorte qu'une partie de la formation du programme de plasturgie du cégep sera délocalisée dans un espace situé au E2RT. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui, si vous écoutez régulièrement la TV CRA, vous le connaissez très bien. Il s'agit de Nelson Fecteau, qui, par des recherches généalogiques, a retrouvé un peu l'histoire d'un de ses arrière-grands-pères, Monsieur Robenheimer. C'est difficile à prononcer, mais je me reprends. Robenheimer. Alors, Monsieur Fecteau, vous permettez que je vous appelle Nelson? Ah ben, absolument. Alors, Nelson, tu as fait un travail quand même assez important pour retrouver la généalogie de tes ancêtres allemands. Oui. Et il faut dire que les circonstances, il arrive toujours des événements dans la vie où les circonstances font que, bon, il se produit des choses. Puis, c'est au début de l'été ou au printemps, il y a à peu près 3 ans, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout, et puis qui s'est nommé et qui me dit « Monsieur Fecteau, on m'a dit que vous seriez peut-être intéressé. Moi, j'ai fait des recherches sur la famille Robenheimer. J'ai 3 caisses de documents
dont je veux me départir, je fais le ménage. Puis, on m'a dit que vous seriez peut-être intéressé à ça. J'ai dit, gardez ça, ça presse. Je descends chercher ça, vous êtes à quel endroit? Et c'était un monsieur de Cap-Rouge, dont j'ai oublié le nom de famille. Là. Et puis, il avait fait une recherche sur les Robbenheimer? Parce que son ex-épouse, la mère de son ex-épouse était une Robbenheimer. Alors, par la suite, là, à force de recherche, ben, j'ai trouvé que c'était justement de la parenté des Robbenheimer. OK, ouais. C'était comme un cousin éloigné. Ben, ouais, en fait, par alliance. Par alliance. C'est ça. Et, quand je suis allé chercher ça, il y avait des documents, là, en tout cas, d'une qualité impressionnante. Là. Ouais. Mais avant d'avoir obtenu ces documents-là, tu avais fait beaucoup de recherches sur tes ancêtres. Je me souviens, tu avais des ancêtres qui avaient habité à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et puis, il y avait eu un vol, à un moment donné, d'archives. Oui. Et puis, il y avait, disons là, que j'ai fait des recherches, moi, surtout sur mon grand-père, Cléophas Adams, Robbenheimer, qui avait eu le journal Le Mégantic. Ah, et okay. c'était ça, là, des éditions du journal Le Mégantic qui sont disparues comme par enchantement. Puis c'est de valeur parce que c'était la collection complète. Puis on n'en a pas retrouvé. Il existe la collection complète à l'Assemblée nationale, là, la Bibliothèque nationale du Québec. Okay. Et il y a la collection de mon oncle Robert Adams Robbenheimer, qui est là puis qui est complète. Mais il y en avait aussi une édition là, que la famille avait de son côté, puis ça a disparu comme par enchantement. Puis j'avais fait des recherches sur les mercenaires allemands, mais très peu fouillées, là. Puis sur Cléophas Adams Robbenheimer. Mais je n'étais jamais reculé jusqu'à l'avenue du Premier au Québec. Okay. Là, je l'ai fait. Les Robbenheimer sont arrivés au Québec ou au Canada en quelle année? En 1776. Plus précisément, le 1er juin 1776. Je peux même vous donner l'heure, à 18 heures. C'était dans les documents de ton cousin, par alliance? C'est ça. Et tout ce beau monde-là est arrivé dans le port de Québec. 32 navires de guerre, battant pavillon britannique, qui arrivaient avec des mercenaires allemands. 4300 soldats allemands qui avaient été embauchés par l'Angleterre pour combattre les Américains pendant la guerre d'indépendance de 1776 à 1783. OK. Puis de ce nombre-là, il y en a un qui est resté, entre autres, ton arrière-grand-père? Oui, il faisait partie d'un régiment qui s'appelait les chasseurs de Hesse-Hanau. Hesse-Hanau étant une partie de l'Allemagne. Et les chasseurs, c'était un régiment qui avait été formé à partir de véritables chasseurs dans les forêts de Hesse-Hanau, de gardes forestiers, de gardes-feux, de gens qui avaient comme mode de vie de vivre dans les forêts. La forêt, oui. Et puis tout ça. Mais Johann Adam Robbenheimer était un militaire de carrière. Quand il est arrivé ici, au Québec, avec les mercenaires allemands, il avait déjà 12 ans de carrière derrière lui. Alors, 6 ans en France et 6 ans en Allemagne. Okay. Puis il est arrivé ici à l'âge autour de 36 ans. C'est Robert que tu l'as appelé? C'est Johann Andreas Adam Robbenheimer. OK. Puis, il y en a-tu beaucoup qui sont restés au Québec? Il y en a à peu près 1200 qui sont restés au Québec puis qui sont disséminés un peu partout au Québec. Avec des noms de famille aujourd'hui qui, on ne douterait pas que c'est d'origine allemande. Des Pailleurs, des Meilleurs, des Girard, des Guérard, en tout cas, beaucoup de noms qui ont été transformés à cause justement du fait que la prononciation allemande était plus difficile. Et puis, à ce moment-là, ils ont changé un petit peu le... Puis peut-être l'Église catholique aussi qui les...
Oh, peut-être, mais j'ai lu très peu de choses sur qui pourraient, disons, marquer l'Église. Mais c'est particulièrement au niveau des actes notariés, entre autres, où les notaires écrivaient le nom de famille. Puis simplement du côté des Robbenheimer, moi, j'ai trouvé dans les différents documents 15 façons différentes d'écrire Robbenheimer. Alors, c'est fou, là. Alors, je pense que c'est préférable que ce soit redevenu Adams. Oui. Puis, ces militaires-là ont marié des Québécoises francophones. Ben, à l'époque, c'est... Oui. Dans le cas du premier Robbenheimer, lui, il est arrivé ici, il était déjà marié. Il est arrivé avec son épouse, quoique on n'ait pas trop de traces là, de véridiques ou en tout cas à prouver. Là. Puis, en deuxième noce, il a épousé la veuve de son voisin, qui est un ami, puis un soldat allemand lui aussi, Georges Lauder. La famille Lauder est devenue, au fil des ans, la famille Lettres. Ah. Et il y a des gens dans la région ici, les Lettres, qui font partie de cette famille-là. Ah bon? Oui. Alors, il y avait entre autres un entrepreneur en construction, là, dont j'oublie le prénom. Ouais, ben moi, je me rappelle, j'étais à l'école avec Vienne et Lettres. Mm-hmm. Ben, c'était à l'origine des Lauder. OK. Puis ils demeuraient dans la même partie de l'Aubinière. Quand ils ont été démobilisés en 1783, on n'avait plus besoin des militaires. Là. La guerre était finie. Encore une fois, quand on parle de hasard, la seigneurie de l'Aubinière appartenait à Alexander Fraser, qui était un militaire écossais. Puis Dieu sait pourquoi, il a décidé de donner à 15 militaires allemands réformés des lopins de terre, des terres assez importantes. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le gouvernement fédéral doit permettre aux travailleurs étrangers mis à pied par Olimel de se relocaliser dans des entreprises de la MRC de l'Érable.